bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts, que vous avez du temps devant vous parce que je pense que cette vidéo va être plutôt longue. On va se faire un point sur toutes mes sagas. J'ai pas tout sorti à l'avance, sinon ma bibliothèque risque d'être vide derrière, clairement. Ce que je vais faire, c'est que je vais piocher étagère par étagère en fait. Je vais pas trier à l'avance celles que j'ai pas encore commencé, celles que j'arrête, celles que j'ai terminées, etc. On va les piocher une par une et on verra sur quoi on tombe. J'allais oublier d'allumer ma petite bougie, ça change pas grand chose, mais j'aime bien savoir qu'elle est allumée. Avant de commencer cette vidéo, d'ores et déjà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça m'aide énormément. Et je vous laisse me noter en commentaire quelle est votre saga préférée. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué, mais je serais ravie de le savoir. Du coup, je pense que je vais commencer par cette étagère juste là. Non mais vous savez qu'on va jamais s'en sortir, ça va être hyper long. Installez-vous confortablement, faites quelque chose en même temps, ou buvez une petite boisson chaude. Mais en tout cas, ça va prendre du temps. Alors déjà, on va commencer par la saga Persona qui a été écrite par Yelena aux éditions Hachette Roman. Déjà, le livre est magnifique. J'ai le tome 1 et 2 que j'ai déjà lu. Il me manque le tome 3. Mais le tome 3 pour le moment n'est pas encore sorti, on n'a même pas de date de sortie, donc je suis à jour dans cette saga pour le moment. C'est une saga de fantasy young adulte je pense, voire jeunesse. Alors je pense que pour chaque saga je vais vous lire les résumés, sinon je vais pas m'en sortir, je vais me mélanger les pinceaux, ça va être une horreur. Donc le tome 1 s'appelle La capitale des lumières. Dans le monde de luxe, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un choix terrible s'offre à eux. Se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Ce dilemme, Andrea le refuse puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea est Persona. Le jour où Andrea se voit confier une mystérieuse mission, l'espoir de changer le cours de son destin et l'équilibre du monde de Lu se fait plus grand que jamais. Bon, cette saga, je vous l'ai déjà présentée à maintes reprises. Je l'adore, je trouve qu'elle dénonce vraiment plein de problèmes de la société actuelle, tout en étant dans un univers totalement inventé. C'est hyper intéressant de voir à quel point les gens, là, dans ce monde qui ont la magie, font peur, en fait, aux communs des mortels. Ce qui fait qu'ils sont reclus, on veut pas les voir. Par contre, quand on a besoin d'eux pour un certain travail ou quoi que ce soit, là, on est bien content de les avoir sous la main. C'est un récit qui parle de quête d'identité, de quête de liberté, de dénonciation. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas des personnages, des héros parfaits en fait. C'est vraiment des gens comme vous et moi, qui ont leurs défauts, qui ont leurs qualités. Mais en même temps, c'est assez simple à comprendre pour un public assez jeune, donc vraiment très intéressant. J'aime beaucoup et j'attends le 3 avec impatience. Même si le tome 2 je l'ai un peu moins aimé, j'ai quand même envie de voir ce qui se passe dans le tome 3. D'ailleurs, je vous ai pas prévenu, j'espère que vous n'avez pas pris peur avec ce make-up. Je tiens également une chaîne YouTube dédiée au make-up et j'étais obligée de rentabiliser ce make-up parce qu'il est trop beau et j'avais pas envie de me démaquiller. Ensuite, nous avons une édition très ancienne de Keleana. Je l'ai trouvé d'occasion, je me suis dit que ce serait une bonne chose de le tester, de lire d'abord le premier, même si c'est une ancienne édition, pour voir si je l'aime, avant de me lancer à fond dans cette saga, avec tous les nouveaux livres qui ont été édités, qui s'appellent maintenant Trône de Verre, si je ne me trompe pas, avec des éditions beaucoup plus sympas, et surtout l'autrice, donc Sarah J. Maas, elle a changé le nom pour que tout soit raccord en fonction de n'importe quelle langue, parce que en anglais, donc dans la version originale, ça s'appelle Throne of Glass, et nous en français ça s'appelle Keleana, alors qu'en plus la protagoniste s'appelle normalement Selena, si je me trompe pas, donc vraiment il y a rien qui va. C'est donc une saga qui a été écrite par Sarah J. Maas. Le tome 1 c'est Keleana l'assassineuse, et ça a été édité chez La Martinière Fiction. Donc comme je viens de vous le dire, pour le moment j'ai que le tome 1, à voir si ça me plaît, mais on a... Combien est-ce qu'on a de livres? On a 7 tomes, c'est quand même pas rien. Après j'avoue que la réédition de Keleana avec les yeux, je la trouve super belle et plus jolie que la nouvelle version de Trône de Verre. J'avoue que je suis pas hyper fan, je crois. Mais bon, si l'histoire me plaît, c'est pas grave. Donc sur 7 livres, j'en ai lu 0 et j'en ai un seul. Pour vous lire le résumé du coup, au royaume d'Adarlan, seule la secte des assassins ose encore s'opposer au pouvoir du roi. Keleana, la plus célèbre assassineuse du pays, a été condamnée aux travaux forcés. Pour gagner sa liberté, elle doit combattre dans un tournoi à mort dont l'unique survivant devra servir le roi pendant 4 années. Mais les concurrents, l'un après l'autre, sont éliminés de façon mystérieuse et Keleana sent son tour venir.
Manifestement, d'obscures forces magiques ressurgissent dans la cité royale et la jeune fille, pour sauver sa peau, devra trouver des alliés à la cour même du roi et jouer de toutes les armes dont elle dispose. Son entraîneur, le capitaine Kaol, je ne sais pas, et le prince Dorian qui l'a prise sous son aile sont-ils dignes de confiance? En tout cas, ils ne sont pas insensibles à ses charmes. Alors j'avais pas capté encore qu'on était sur un triangle amoureux d'ailleurs, mais bon. C'est pas forcément ma trope préférée, mais ça peut passer. Je me suis rajouté un petit coussin sous les fesses parce que j'avais l'impression d'être super basse. Keleana, je pense que j'ai pas besoin de vous en reparler. Keleana, je suis pas sûre d'avoir besoin de vous en parler pendant 1000 ans. Elle est hyper réputée cette saga. Elle me donne vraiment très envie, mais c'est aussi pour ça que ça me fait un peu peur. Parce que plus quelque chose est hypé et plus j'en entends bien parler, plus j'en attends du coup. Et plus j'ai peur d'être déçue. Donc c'est pour ça que je me suis toujours pas lancée pour le moment. Mais elle me donne très envie et elle est pas encore entamée cette saga, il y a 7 tomes donc ça va prendre du temps. Alors vous allez voir dans cette vidéo que j'aime beaucoup trouver des livres d'occasion. De 1 c'est économique, de 2 c'est écologique, ça permet de donner une seconde vie au livre, je trouve ça vraiment cool. Alors là, ce livre, je l'ai jamais lu et je sais pas si je vais le lire en fait parce que j'ai appris que c'était un tome 1, il était censé y avoir un tome 2. Mais il va jamais paraître. Donc j'avoue que je suis hyper dégoûtée. Ça s'appelle Moitié d'âme. Donc la saga c'est les chroniques des 5 trônes, écrit par Antelme Hochcom. Je sais pas du tout de quelle origine c'est. Et c'est aux éditions Gulfstream. Alors là je me rappelle pas du tout du résumé, mais quand je l'avais lu ça me donnait vraiment très envie. Mais encore une fois, s'il n'y a pas le tome 2, je suis pas sûre de le lire en fait, parce que je vais être juste dégoûtée. Je vais rester sur ma faim. C'est un livre qui est pas du tout récent, hein, je sais même pas quand est-ce qu'il a été édité. Alors autant pour moi je suis en train de dire des bêtises, en fait on a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis. Le tome 1 a été paru en 2017 et en fait c'était censé être une tétralogie, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, donc il était censé y avoir 4 livres, mais il y en a que 2 qui sont sortis. Et de ce que j'ai compris, en fait, chaque livre va être du point de vue d'un des 4 personnages apparemment. Donc en fait, il n'y a pas la suite. Mais il a reçu vraiment de très bonnes critiques. Je vais vous lire le résumé parce que je m'en rappelle plus du tout non plus. La magérie n'obéit qu'à un seul principe. Elle ne peut s'exercer qu'à 2. Liutgarde le sait. Elle a pourtant fui Orther, l'époux qui lui avait été imposé, renonçant ainsi à son pouvoir. Exilée au nord des terres, elle serait morte sans l'aide des caravaniers et de Rollon, un mage à l'esprit torturé. Épris l'un de l'autre, Liutgarde et Rollon se déplacent en roulotte avec leur communauté dans l'hostile forêt de la Silverie, ancien royaume défaillé de l'hiver. Mais l'équilibre de cette vie en cavale va complètement basculer, les obligeant à régler les dettes de leur vie antérieure, car dans ce monde tout se sait et tout se paye un jour. Leur pouvoir et leur amour suffiront-ils à se protéger ? Donc déjà je trouve ça génial. Le principe de magie où en fait ça fonctionne qu'à 2 si je comprends bien. On a un petit jaspage, je crois que c'est le premier livre de ma vie que j'ai avec un jaspage. Mais encore une fois du coup, si vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut le coup de me lancer parce qu'il n'y a que 2 livres, donc est-ce que ça va pas être juste plus frustrant et autant éviter de me lancer dans une saga où il n'y a pas la suite quoi. Je ne sais pas. En tout cas, encore une saga que je n'ai pas commencé encore. Alors, est-ce qu'on peut parler de saga? Je ne sais pas, mais j'ai lu la duologie Ashes Falling for the Sky, tome 1, tome 2, que j'ai trouvé assez sympa, vraiment très triste, mais très beau en même temps. C'est une histoire d'amour entre 2 personnes très torturées. Donc on a Ash et on a Sky, qui sont à l'université et il va y avoir une romance entre eux, mais tout ne va pas forcément se passer comme prévu. C'est assez dur à lire sur certains moments, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai bien aimé la profondeur des personnages. J'ai donc terminé cette duologie, le tome 1 et le tome 2. Et j'ai beaucoup aimé, c'est pas du tout du fantasy, pas fantastique, pas romantasy, rien. C'est juste une romance entre 2 adolescents torturés encore une fois, qui ont vécu des choses assez compliquées dans leur jeunesse et qui vont essayer de se réparer ensemble. C'est très beau, c'est très bien décrit et c'est un livre qui je trouve valait sa hype. Ensuite une saga qui commence tout juste à être éditée, si je me trompe pas ça va être des duologies aussi, je suis pas certaine. J'ai lu le tome 1, Un destin ancré dans le sang de Danielle L. Jensen. C'est une autrice que j'adore, j'ai adoré Le Pont des Tempêtes, j'ai pas encore lu Dark Shore, je sais pas pourquoi je me suis pas trop intéressée à ce livre d'ailleurs, mais Un destin ancré dans le sang j'ai adoré. Alors cette lecture elle était vraiment bien. Le seul problème c'est que c'était pendant une période où j'avais énormément de travail. C'était pendant ma période d'Halloween où je réalise un make-up par jour sur 31 jours sur ma chaîne make-up ou sur mes autres réseaux sociaux. Ce qui fait que j'avais beaucoup de montage, beaucoup de maquillage à faire, enfin bref. J'ai pas réussi à me plonger dans cette lecture autant qu'elle l'aurait mérité, mais j'ai quand même adoré, donc j'ai très hâte de lire la suite, je vais vous lire le résumé. C'est aux éditions Brajlon d'ailleurs. Née au cœur des fjords glacés du Skaland et mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas, Freya ne rêve que de devenir une guerrière.
Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Pour survivre, Freya n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang. Une déesse l'a dotée du pouvoir qui font d'elle une Skjaldmo, guerrière capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie entière avait annoncé qu'une Skjaldmo unirait les peuples du Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le Jarl force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leurs ennemis. Pour faire ses preuves, Freya doit apprendre à se battre et à maîtriser ses pouvoirs tout en surmontant les terribles épreuves auxquelles la soumettent les dieux. Cependant, de tous les défis qu'elle affronte, le plus difficile est peut-être l'attirance irrésistible qu'elle éprouve pour Bjorn. Si elle succombe à son désir interdit pour le beau et valeureux guerrier, elle risque non seulement sa destinée, mais aussi celle de tous ceux qu'elle s'est juré de protéger. Donc c'est une romantasy, j'ai adoré l'univers viking et d'ailleurs j'ai lu ce livre juste après avoir regardé la série Viking, donc j'avais vraiment envie de rester dans ce thème. C'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de lire et j'ai beaucoup apprécié. Le seul petit problème c'est que je trouve dans l'histoire d'amour en fait c'est extrêmement porté sur le physique. Je trouve que dans la romance du coup c'est pas hyper profond mais par contre j'aime beaucoup le décor autour avec toute la mythologie nordique, avec l'univers des vikings etc. D'ailleurs c'est très drôle parce que quand je l'ai lu ça faisait à peine 2 mois que j'avais récupéré un petit chaton tout blessé devant chez moi et on l'a nommé Loki, donc à chaque fois que j'entendais parler de ce dieu nordique je pensais à ma petite terreur qui faisait le bordel chez moi. En tout cas, je suis à jour dans cette saga et je compte bien lire la suite. J'ai changé d'étagère, il n'y a plus rien là, mais du coup vous savez déjà de quel livre je vais vous parler si vous l'avez vu dans le fond. J'ai le tome 1 de la saga Gods and Monsters de Amber V. Nicole aux éditions Lost Kingdom et le tome 1 s'appelle Le livre maudit d'Azraël. Je vais me faire les bras pour vous le montrer parce qu'il est énorme. Oh, mais alors par contre, je viens de voir ça. Regardez ce qu'on a derrière, on a une illustration là des 2 protagonistes. Trop belle alors qu'on est sur du brochet, c'est trop bien, je savais pas. Et là on a Diana je suppose. Oh waouh mais ça s'arrête jamais. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bon je suppose qu'on est sur Diana et Liam ou Diana et Samkiel, je sais pas exactement comment il se fait appeler. Encore sûrement une petite Diana. J'adore, c'est rare dans les brochets qu'on ait des choses comme ça. C'est un livre qui fait presque 800 pages. Hein. Donc les éditions Lost Kingdom, ça vient de Bookmarks, si je me trompe pas. Mais je suis en train de découvrir le livre, je vois qu'il y a des parties plus foncées, c'est sûr qu'il y a d'autres illustrations en fait. Vous l'avez compris, je l'ai pas lu encore. Hein. Ah ouais, on a des illustrations en noir et blanc comme ça. Très intéressant aussi, très sympa. J'adore. Bon, je vais essayer de pas trop regarder, j'ai pas envie de me spoiler. Enfin bon, je suis pas sûre de pouvoir me spoiler avec, mais très intéressant. C'est hyper cool. Même les débuts de chapitre, ils sont trop bien. En plus, je vois que là, on a un point de vue de Liam. Donc, il doit y avoir les 2 points de vue différents. Ça, c'est un de mes trucs préférés, je crois, dans les romantasy. Quand on a les 2 points de vue, c'est vraiment le mieux, je trouve, qu'on puisse être dans la tête des 2. Même si entre eux, ils se comprennent pas forcément tout le temps, nous, au moins, on comprend les 2 points de vue, vous voyez. Donc, c'est une nouvelle romantasy qui est sortie il y a pas si longtemps. On a que le tome 1 pour le moment. Mais ça va être, encore une fois, une tétralogie. Du coup, il y aura 4 tomes différents. Non mais là j'ai trop hâte de le lire, d'avoir vu toutes les images, je vous jure ça va être ma prochaine lecture, c'est sûr et certain. Quand 2 destructeurs de monde se rencontrent. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait... Oh, je viens de voir qu'il y a une énorme faute d'orthographe dans le résumé derrière, trop deg. C'est marqué viendrait-ta au lieu de viendrait, il y a un A en trop. Donc, elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Caden, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort et disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif et bien plus encore. J'espère vraiment que je vais adhérer avec cette saga du coup que je n'ai pas encore commencé.
mais qui me tente énormément. Je vous l'ai dit, ce sera ma prochaine lecture, donc vous le verrez très prochainement sûrement dans un bilan lecture. Alors là on va enchaîner déception sur déception, vous allez voir. À commencer par La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, publié aux éditions Stardust. Donc c'est publié chez Hugo. Comment dire que c'est une histoire de pirate, vous le comprenez bien, ça m'a trop donné envie, je vous en ai parlé dans ma vidéo surcoté, sous-coté, etc. J'ai pas du tout accroché. En fait tout se passe trop vite, mais en même temps il y a rien qui se passe. Je sais pas comment vous dire ça. J'ai pas trouvé l'histoire intéressante, j'ai pas trouvé les personnages attachants, il y a pas de profondeur, en fait tout est resté extrêmement en surface. L'autrice elle a fait des choix je trouve dans l'avancée de l'histoire. C'était trop gros en fait, tout était improbable. Si on se penchait un peu sur la question de par exemple comment elle sortait de sa cage déjà, de sa prison, c'était trop gros. C'est impossible que dans la vraie vie ça se passe comme ça. Enfin, je trouve que l'autrice elle a vraiment trop choisi la facilité, ce qui rend l'histoire pas du tout cohérente au final. Je vais vous lire le résumé quand même, mais vous l'avez compris, je ne continuerai pas cette saga. Le jour où Caligan, roi pirate qui règne sur les mers, estime que sa fille chérie Alosa est devenue une véritable et redoutable pirate, il l'investit d'une mission. Mettre la main sur une mystérieuse et très ancienne carte au trésor qu'il recherche depuis toujours. Pour réussir son défi, la courageuse Alosa n'hésite pas à se laisser capturer par ses pires ennemis, s'offrant alors la possibilité d'infiltrer leur navire. Prisonnière au milieu d'un impitoyable équipage, Alosa sait que son butin est à portée de main. Dès que ses ravisseurs tournent le dos, elle part explorer le bateau. Très vite, son plus redoutable obstacle sera Riden, un intrépide lieutenant particulièrement intelligent et surtout très séduisant. Mais la jeune femme a plus d'un tour dans son sac et personne ne pourra arrêter la fille du roi pirate. Sur le papier, ça a l'air super bien, enemies to lovers, elle s'infiltre dans le camp ennemi, etc. Mais je vous dis donc elle est retenue prisonnière sur le bateau. Mais en fait tous les soirs, je sais pas si vous l'avez lu, mais si jamais vous voyez comment elle sort de sa prison. Mais pour moi, je veux dire, on te fouille avant de t'emprisonner de partout, donc c'est pas possible d'avoir réussi à cacher certains objets sur toi comme ça. C'est tellement gros, et encore ça c'est un petit détail, mais tout est comme ça dans le livre, j'ai pas du tout accroché, mais vraiment pas. On continue avec une autre saga, j'ai simplement le premier tome que j'ai déjà lu, qui a également été publié aux éditions Hugo Roman dans la catégorie New Romance. C'est Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness, écrite par Scarlett Sinclair. Bon, dans le titre, on comprend que c'est une réécriture de la mythologie grecque, j'adore ça, donc forcément ça m'a trop donné envie. Pareil, je vais vous lire le résumé. Après s'être installée à Nouvelle-Athènes, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Si vous connaissez le mythe d'Hadès et Perséphone, voilà, elle est retenue prisonnière aux enfers. Et donc là, pour qu'elle réussisse à partir, il faut qu'elle arrive à créer la vie aux enfers. Sur le papier, Hadès et Perséphone, enemies to lovers, encore une fois, ça a l'air génial, réécriture de la mythologie grecque. Que nenni. J'ai pas accroché du tout en fait. Je trouve que la réécriture de mythologie grecque reste énormément en surface. Il n'y a pas réellement de profondeur avec les personnages, c'est vraiment un fond de mythologie grecque pour une histoire d'amour. Et du smut, du smut, du smut, du smut. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de profondeur. Tout est physique et c'est tout. Je me suis ennuyée, j'ai levé énormément les yeux au ciel. En plus on est sur une urban fantasy, j'ai du mal avec les dieux et déesses qui vont jouer au poker dans une boîte de nuit qui appartient à Hadès. Enfin vraiment, je continuerai pas cette saga. Pourtant il y a beaucoup de tomes qui sont sortis, mais j'ai pas du tout accroché. Et vraiment j'ai l'impression que ce livre est à la limite du érotique quoi. Non je sais pas mais c'est abusé. Il n'y a pas assez de fantaisie à mon goût du tout. Donc c'est un non pour moi. Alors là par contre, j'ai adoré lire le premier tome de la saga Never After, c'est Hooked. On est sur une dark romance, donc trigger warning, pour public averti, le langage est très cru, on a des scènes très gore, voilà, il faut le savoir. À ne pas mettre entre les mains de n'importe qui. Et si jamais vous êtes parents et que vos enfants vous ont parlé de ce livre, sachez qu'il ne faut surtout pas leur mettre dans les mains.
Vraiment pas. Moi j'adore ce style de réécriture où en fait tous les personnages sont un petit peu réinventés et on les découvre petit à petit en se disant ah mais oui là c'est un clin d'œil à ça, là c'est un clin d'œil à ça, et il y a toutes les petites choses des dessins animés d'enfance qui nous reviennent en tête en fait dans ces personnages qui sont totalement différents, on va pas se mentir, hein. On est sur de la dark romance, on n'est pas sur un petit conte de fées, mais j'adore. Pour le résumé, on va donc suivre James et Wendy. James a toujours eu un seul objectif, détruire son ennemi Peter Michaels. Lorsque Wendy, la fille de Peter, âgée de 20 ans, se présente dans son bar, il y voit un moyen de parvenir à ses fins. Séduire la fille et l'utiliser pour sa revanche. C'était le plan parfait, jusqu'à ce que tout s'effondre. Alors qu'il se trouve obligé de débusquer le traître qui sévit dans son propre camp, la vengeance de James se complique encore lorsqu'il commence à voir en la jeune femme plus qu'un simple pion dans son jeu. Wendy a vécu cloîtrée la majeure partie de sa vie à cause d'un père riche et distant. Pourtant, une simple soirée avec des amis débouche sur une histoire d'amour intense, addictive, avec le sombre et inquiétant James. Même si elle sait qu'il est dangereux, elle ne parvient pas à se défaire de son attirance envers lui. Et tandis que leur relation s'intensifie et qu'elle en apprend davantage sur le monde dans lequel il vit, elle ne sait plus si elle tombe amoureuse de l'homme qu'on appelle James ou du monstre connu sous le nom de Hook. Et Hook, en français, vous l'avez compris, c'est Crochet. Donc on est sur une histoire d'amour entre Wendy et Captain Crochet en gros. On a le méchant qui représente Crocodile, on a plein de personnages, j'adore. J'ai adoré. Et pourtant c'est pas du tout un style de lecture que j'ai l'habitude de lire, mais je vais continuer cette trilogie. J'ai pas encore les autres tomes, mais je sais que le tome 2 donc c'est Scared. On est toujours sur une dark romance hein, bien sûr, entre Scar et quelqu'un d'autre. Et c'est sur un fond de royauté, de complot, comme ça a l'air vraiment trop bien. Donc bien sûr que je vais continuer cette saga. Par contre c'est vrai que c'est pas mon style de lecture de prédilection, donc je les lis à petite dose de temps en temps. Mais en tout cas en dark romance, j'aime beaucoup Hooked et la saga Never After, qui a été écrit par Emily McIntyre aux éditions Plume du Web, j'oublie à chaque fois. Et là on repart sur une de mes plus grosses déceptions. Encore une fois édité par Hugo Roman, franchement je pense que je suis pas fan d'Hugo Roman malheureusement, on n'a pas du tout le même style je pense. Et ce qu'il publie, je suis assez souvent déçue malheureusement. Je vais donc vous parler des Loups du Millénaire, écrit par Saphir A. Anglard. Pareil, on a plein de tomes qui sont sortis, je me demande s'il n'y en a pas 6 ou 7 même. J'ai lu le tome 1 et j'ai même continué avec le tome 2 pour voir si ça partait un peu plus loin, mais non. On est donc sur des loups-garous, une meute de loups-garous, et nous on va suivre Sienna, donc qui est une jeune loup-garou de 19 ans. Elle appartient à la meute de la côte Est, elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie. À un détail près, marqué par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la frénésie approche, pendant laquelle chaque année les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Aiden, l'alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées. D'autant plus qu'Aiden a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité d'alpha a été remise en question. Personnellement, dès qu'on me parle de loup-garou, je suis conquise, j'adore ça, c'est comme les dragons, c'est comme les vampires, c'est un peu mes petites créatures de prédilection quoi. Mais là ça l'a pas du tout fait en fait. Encore une fois, c'est le même principe qu'Hadès et Perséphone. On est sur un fond de fantasy avec des histoires de loups-garous, de meutes, etc. Et beaucoup de smut. À tout va. Pour rien. La frénésie, en gros, c'est juste qu'ils ont les hormones en chaleur, ils veulent sauter sur tout ce qui bouge, tout le temps, à n'importe quel moment. Donc déjà, ça vous plante le décor de la série. Et surtout, en fait, c'est des tomes qui sont assez petits. On est sur 270 pages par tome à peu près. Mais elle aurait tellement pu condenser 2 tomes en un parce que t'enlèves toutes les scènes de smut, je pense qu'il reste à peine 100 pages. T'en enlèves quelques-unes, tu mets les 2 premiers tomes ensemble et ça fait très bien l'affaire. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu faire durer pour faire de l'argent quoi. Avec pas grand chose au final au niveau de l'histoire et je ne continuerai pas cette saga bien que j'ai lu les premiers tomes. J'ai pas accroché du tout. Bon, je continue de dépouiller petit à petit ma bibliothèque et là, je vais vous présenter un livre qui n'est pas du tout connu. Je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler. Je suis en train de lire la saga Harry Potter en anglais. J'essaye d'en lire 1 ou 2 par an. J'ai toute la saga donc aux éditions Bloomsbury en anglais. Je les adore. Vraiment là on a Harry Potter et la pierre philosophale, mais en français c'est Harry Potter et à l'école des sorciers. Je comprends pas pourquoi il y a eu un changement de nom sur celui-là, mais bon. Harry Potter et la chambre des secrets, vraiment les dessins je les trouve trop cool. On a plein de petites étoiles qui brillent sur tous les livres, c'est trop bien. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, vraiment mon préféré.
Dites-moi c'est quoi votre Harry Potter préféré. Personnellement c'est celui-là mais 1000 fois. J'en ai lu 5 sur 7, il m'en reste plus que 2. J'aimerais bien réussir à lire au moins le 6 cette année et si je peux le 7 comme ça. J'aurais enfin lu la saga en entier parce que je les ai jamais lus en français. J'ai pas besoin de vous faire de résumé. Harry Potter j'adore, bien sûr que je continue, j'ai tous les livres dans cette même édition et je suis fan tout simplement. Allez, juste pour le plaisir je vous montre les 3 autres. On a Harry Potter et la Coupe de Feu. Trop beau. Bon celui-là il a pris un peu cher parce que je l'avais emmené je crois à lire pendant les vacances. Et surtout j'ai un lapin qui adore quand j'ai le dos tourné essayer de me croquer des livres. C'est une horreur. Je peux pas le laisser sans surveillance plus de 5 secondes. Hein. Nous avons ici l'énorme brique du tome 8 que j'ai lu en décembre dernier. C'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix tout en rouge comme ça. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, donc le tome 6 avec cette scène absolument incroyable de Dumbledore qu'on adore tous. Et le dernier, donc Harry Potter et les reliques de la mort. Et on a enfin Voldemort en couverture avec Nagini. Et vraiment, je crois que ça doit être mon tome préféré en termes d'image avec le tome 3. Ils sont trop beaux. Bon là c'était ma petite saga juste pour le plaisir. On passe à une trilogie que j'ai terminée. C'est Dark Elements de Jennifer L. Armentrout. Pareil je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans mes lectures sous-côté parce que j'en entends pas beaucoup parler. Alors je trouve que c'est très intéressant avec un principe de démon, de gardien, donc d'ange gardien un petit peu, le bien, le mal... C'est pour un public jeune adulte, alors ça m'étonne de Jennifer L. Armentrout, mais il n'y a pas de scène smutty dedans. C'est plutôt pas mal parce que d'habitude elle se en donne à cœur joie. Mais en même temps elle l'a écrit avant, donc peut-être qu'elle n'osait pas avant et que elle a fini par se lancer et là on l'arrête plus. En tout cas, Dark Elements, il a été publié aux éditions J'ai lu, écrit par Jennifer L. Armentrout. C'est une trilogie, on a Baiser brûlant, Toucher glaçant et Ultime soupir. On est sur à peu près 400 pages par tome, franchement ça se lit assez bien. Je vais vous lire le résumé du tome 1 pour être sûre de ne rien vous spoiler étant donné que j'ai fini la saga. Layla est un être unique, non seulement ses baisers sont capables de tuer n'importe qui ayant une âme, mais elle est aussi la seule représentante de son espèce. Mi-gargouille, mi-démon. Or, quand on grandit au sein d'un clan de gardiens chargé d'anéantir les créatures démoniaques pour protéger l'humanité, mieux vaut faire profil bas et cacher ses sentiments. En particulier auprès du charmant Zane, qui la voit davantage comme une petite sœur. Lorsque Layla rencontre Ross, un démon aussi dangereux que séduisant, la liste de ses priorités change quelque peu. En effet, ce dernier prétend connaître tous ses secrets, notamment celui de ses origines. Donc en fait, Layla, elle a été élevée parmi les gardiens, et on lui a appris toute sa vie à détester un peu sa partie démon, à en avoir honte. Et Ross, qui est un démon, va lui apprendre petit à petit que les démons sont pas si mauvais que ça, qu'il faut pas qu'elle ait honte de ce qu'elle est. On a un petit triangle amoureux, c'est pas ce que je préfère, mais là ça passait bien. Et vraiment c'était une petite trilogie très intéressante, j'ai bien aimé la lire. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2, le tome 3 je trouve qu'il était un peu long à la fin. Mais j'étais contente d'avoir le dénouement final, donc c'était sympa. On continue avec une petite lecture coupable, plaisir coupable que j'adore. C'est la saga Assoiffée de Tracy Wolff, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu les 3 premiers tomes sur 10, donc j'avoue que ça fait un moment que j'ai pas lu la suite. Je les ai pas encore dans ma bibliothèque, mais j'aimerais bien continuer. C'est très gnangnan. On est dans une école et on va suivre, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié son prénom. On va suivre Grace, c'est ça, qui va rentrer dans une école qui s'appelle Katmir et en fait cette école elle regroupe tous les êtres surnaturels, des vampires, des loups-garous et d'autres créatures qui sont pas dites dans le résumé donc je vais éviter de vous spoiler. Sauf que elle, c'est une simple humaine et toutes ces créatures la détestent. Mais elle va tomber un petit peu amoureuse de Jackson qui est un énigmatique vampire très mystérieux. Et donc en même temps de cette histoire d'amour naissante, elle doit lutter contre ses sentiments et lutter contre le fait que tous ses collègues de l'école veulent sa mort, tout simplement. Comme je vous disais, c'est très gnangnan, on voit tout venir, ça fait lever les yeux au ciel très très haut. Et pourtant j'adore. Comme je vous l'ai dit dans toutes mes romantaisies préférées, c'est vraiment une vibes à la Twilight qu'on adore détester, vous voyez. Et j'aime trop. Et en plus même les noms des chapitres ils sont super drôles. Vivre et laisser mourir, on a tout et n'importe quoi. Les chevaliers blancs, c'est dépassé. Il n'y a pas que les reines vampires qui risquent de mordre. Vivre dans une tour ne fait pas de toi un prince charmant. C'est vraiment que ça, les noms des chapitres.
Ça se lit tout seul, franchement, c'est écrit gros, c'est facile à comprendre, il n'y a pas énormément de fantaisie. Plus je vous en reparle là et plus j'ai envie de lire la suite, franchement, c'est trop bien. Et en plus, le Tracy Wolf, elle a sorti une nouvelle saga là, qui est en train de commencer à sortir du coup, dans le même univers mais avec d'autres personnages. Donc écoutez, déjà je vais terminer cette saga avec grand plaisir et on verra pour la suite. On continue avec une de mes romantaisies préférées, il s'agit de la saga d'Oren. Pour le moment j'ai lu le tome 1 et le tome 2 sur 5, j'ai le tome 3 dans ma pile à lire actuellement et bien sûr que je vais la terminer, je l'adore. On est sur une réécriture du roi Midas, je vais vous lire le résumé. Oren a échappé à un sombre destin en étant recueillie par le roi Midas qui a le pouvoir de transformer en or tout ce qu'il touche. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée et surtout, elle voue au roi un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, les certitudes d'Oren volent en éclats. Et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux? Donc là, on est vraiment sur Oren qui vit dans le château de Midas. Elle se sent protégée, elle pense que Midas, il fait tout ça vraiment pour la choyer. Et en fait, Midas, il l'a transformée en or. Enfin, elle a tout... C'est un corps humain, mais elle a la peau couleur dorée, tout est en or. Et elle est vraiment sous son emprise, quoi. Elle ne voit que par lui, elle pense que tout ce qu'il fait, c'est bien pour elle. Jusqu'à un certain moment où elle va commencer à remettre ça en question et on a tout un développement du personnage. On voit qu'elle est vraiment brisée par la vie, par sa jeunesse et la seule ancre à laquelle elle a pu se raccrocher c'était Midas, donc c'est pour ça qu'elle ne voit que par lui. Sauf que petit à petit elle va commencer à reprendre sa vie en main, on va voir son développement, on va la voir reprendre confiance en elle, devenir plutôt badass, hein. J'en suis qu'au livre 2 mais j'ai tellement hâte de lire le tome 3. On est sur une romantaisie donc forcément on a un love interest plutôt intéressant, j'ai hâte d'en découvrir plus d'ailleurs. Je peux pas vous dire qui c'est parce qu'il est pas du tout mentionné, mais vraiment très très bien. Et si jamais vous avez lu le tome 1 et que vous vous êtes dit moi bof, parce que c'est vrai que le premier livre est très contemplatif, on est vraiment dans le développement des personnages, dans la mise en place de tout ce qu'il y a autour, parce qu'on est dans un royaume totalement inventé avec quelques failles etc, c'est très intéressant. Mais le tome 1 est assez long, personnellement moi ça s'est lu tout seul. C'est vrai que dans les sagas j'ai pas forcément de problème à voir un peu de longueur, à passer beaucoup de temps à la description dans le tome 1 histoire de bien planter le décor et après on rentre dans le vif du sujet dans les autres tomes. C'est ce que j'aime, donc ça m'a pas dérangé. Si vous, ça vous a un petit peu rebuté, franchement continuez parce qu'elle vaut totalement le coup. J'ai donc lu les 2 premiers tomes, j'ai le tome 3 dans ma bibliothèque et je prendrai le tome 4 et 5 avec impatience. Il y a même un tome 6 si je me trompe pas qui doit sortir. Écrit par Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman dans la catégorie Romantaisie et lui m'a un petit peu réconcilié avec Hugo Roman du coup. C'est plutôt sympa. Ensuite, une petite saga de mythologie grecque que j'ai cette fois-ci adorée. Witch and God, écrite par Liv Stone aux éditions BMR. Déjà les livres je les trouve trop beaux, on a le tome 1 Ella la promise, le tome 2 l'enlèvement de Circé et le tome 3 Insoumise Méroé. Et en fait on va suivre 3 sœurs qui sont des sorcières. Et en fait l'entente entre les sorcières et les dieux grecs, hein, donc c'est vraiment Zeus, Athéna, toute la mythologie grecque, elle est pas forcément au rendez-vous en ce moment, c'est un peu compliqué entre eux. Donc dans le tome 1, ils ont décidé d'un commun accord en fait de créer un mariage entre un dieu et une sorcière pour essayer d'améliorer cette entente. C'est donc Démos, le petit-fils de Zeus, le dieu de la terreur, qui est choisi comme époux. Et de base, il devait épouser Méroé. Sauf que lui, il en a décidé autrement, il a dit que la seule sorcière qu'il accepterait d'épouser, ce serait Ella. Sauf que Ella, c'est la seule sorcière qui n'a pas de pouvoir, donc pourquoi est-ce qu'il l'a choisie elle? Trop bizarre. On est sur une trope de mariage arrangé du coup, de proximité forcée, et ils vont apprendre à se découvrir à travers leur mariage. J'ai trouvé ça très intéressant. Le premier tome, je l'ai bien aimé, vraiment bien. Le deuxième tome... si aux enfers avec Circé et Hermès c'était pas mal aussi, mais je crois que mon préféré c'est Méroé et Héphaïstos. Moi j'adore les hommes à la Héphaïstos qui grognent, qui parlent presque pas, qui sont très grognons. Je sais pas, j'aime bien ce style là personnellement. Donc je pense que mon préféré c'est le tome 3. J'ai lu toute la trilogie en entière du coup, mais on a une seconde trilogie qui est en train de sortir dans le même univers et en fait c'est la suite de cette première trilogie, qui s'appelle donc Witch and God, les dieux du temps, et on commence par le chant de Pasiphae si je me trompe pas. Je sais pas si tous les autres sont sortis d'ailleurs. On a pour le moment donc 2 tomes qui sont sortis dans cette deuxième trilogie. Le tome 1 c'est le chant de Pasiphae et le tome 2 c'est Panthéa la clairvoyante, et j'ai hâte de continuer à découvrir cet univers, à voir ce qui se passe, parce que ce qui est génial c'est qu'on a oui
cette romance dans chaque livre, mais à côté de ça, on a des complots contre une personne plutôt malveillante. On voit dedans plein de dieux grecs, vraiment on les découvre tous et c'est trop cool. C'est pas juste on nous a pondu 2-3 noms de mythologie grecque pour pouvoir donner ce titre au livre, on est vraiment au plein cœur de la mythologie grecque. Tout est réécrit bien sûr, mais c'est super intéressant. Liv Stone, elle garde quand même très bien l'image des dieux qu'on a de base, leur manière d'être, etc. C'est hyper bien décrit et hyper bien ressemblant en fait à la véritable image qu'on a d'eux. Donc j'ai adoré. Et avec plaisir que je lirai la prochaine trilogie. Je me demande si j'attendrai pas la sortie du tome 3, comme ça je me lis les 3 d'un coup. Ça pourrait être sympa. Un petit marathon Witch and God. Alors le prochain livre, ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté mais que je l'ai pas lu. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il a l'air génial. En plus il est trop beau. C'est Seul un monstre de Vanessa Len aux éditions Lumen. En fait le problème c'est que je l'ai acheté quand on en entendait déjà plus trop parler. Et après, le fait de ne plus voir personne en parler, je l'ai un petit peu oublié en fait. Je le voyais mais sans le voir dans ma bibliothèque. C'est là, vraiment, en sortant toutes mes sagas, petit à petit, que je viens de voir que j'avais celui-là. Je l'avais totalement oublié. Mais il a de très bonnes critiques, donc il a l'air vraiment pas mal. C'est le tome 1 sur 3, c'est donc une trilogie. On a le premier, c'est Seul un monstre. Le deuxième, Jamais un héros. Et le troisième, qui n'a pas encore été édité en français d'ailleurs, Once a Villain. Et je sais pas quand est-ce qu'il a prévu d'être édité, du coup j'espère en 2025, ce serait plutôt cool. En tout cas, je vais déjà m'inquiéter de savoir si j'aime le tome 1 parce que c'est une saga que je n'ai pas encore commencé. Je vais vous lire le résumé parce que je me rappelle plus réellement de quoi ça parle. N'oublie pas la règle d'or, personne ne doit savoir ce que tu es. Jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit. Pour Joan Chong-Hunt, les vacances s'annoncent idylliques. Elle est bien décidée à savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue de sa mère à Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland House, où elle se rapproche peu à peu d'un autre passionné d'histoire, Nick. Mais rien de tout cela n'est en fait un hasard. Quand une nuit, un terrible drame se produit, l'été de la jeune fille vire au cauchemar. Les Hunt ne sont pas simplement de grands excentriques, ce sont des créatures dotées de pouvoirs cachés aussi fascinants que terrifiants. L'un des 12 clans qui règnent en secret sur la capitale. Le tueur des monstres des contes de son enfance n'est pas qu'un mythe, il existe bel et bien, et ne reculera devant rien pour abattre ceux qu'elle aime. Pire encore, c'est Nick, le garçon auquel elle a commencé à s'attacher. Pour sauver les siens d'une mort certaine, Joan va donc devoir s'allier avec l'héritier d'un clan ennemi, Aaron Oliver. Mais surtout, il va lui falloir accepter sa véritable nature. Car dans cette histoire, le monstre, c'est elle. Monde magique dissimulé au milieu d'une autre, voyage dans le temps, famille rivale au pouvoir insoupçonné et âme sœur contrainte de s'affronter. Il y a tout pour me plaire, mais vraiment en plus, voyage dans le temps, ça me hype trop. J'ai jamais lu de livre dans ce style-là, mais ça me donne trop envie. Elle commence à s'attacher à quelqu'un alors qu'en fait c'est un véritable ennemi qui sera prêt à tout pour la tuer. On sait pas du coup si ça va être lui ou si ça va être l'héritier d'un autre clan qui va être son love interest. Ça a l'air vraiment trop intéressant. J'aime beaucoup ce principe. Après on est sur une urban fantasy, parfois j'ai du mal à voir comment elle est écrite, si j'aime ou pas. Mais pour le moment ça me hype beaucoup quand même et là ça m'a bien redonné envie de le lire. Bon, je viens d'enlever les prochains étages de ma bibliothèque mais vous savez qu'on en est à peine à la moitié. Enfin une fois que je vous aurai tout présenté, là je vais passer assez vite sur cette saga parce que je vous en parle à chaque fois. Ça y est, faut arrêter un petit peu, mais Le sang et la cendre et le préquel Une ombre dans la braise, c'est mes sagas préférées. Je suis à jour presque parce que je suis en train de lire le tome 2 du préquel Une ombre dans la braise et le tome 5 de la première saga Le sang et la cendre sort le 30 janvier. On est donc sur une romantasy avec des créatures surnaturelles, des complots politiques, encore une fois, je vous le décris toujours de la même manière. Le world building est incroyable, l'histoire d'amour, je suis fan. Le book boyfriend, c'est vraiment mon crush ultime, je l'aime trop. Et donc dans la saga principale, on va suivre Poppy, qui est la pucelle du royaume. Donc personne n'a le droit de lui parler, personne n'a le droit de la regarder, et encore moins de la toucher. Elle a une garde très rapprochée parce que c'est l'élue, elle est super importante et un jour, elle va avoir un nouveau garde qui s'appelle Hawk et ce Hawk va remettre en question toutes ses espérances, toutes ses croyances. Il va lui faire ouvrir les mondes sur le royaume dans lequel elle vit et elle va tout simplement apprendre à vivre en fait par elle-même. Et je vous en dis pas plus, je vous ai déjà fait 36 milliards de résumés depuis le début de cette chaîne donc... Vous savez que c'est ma saga préférée, bien sûr que je vais la continuer. J'attends les nouveaux tomes avec impatience à chaque fois, je l'adore. Et pour le préquel, on va suivre Seraphina qui est la première pucelle en fait qui est apparue dans le royaume des années et des années, si c'est pas des milliers d'années avant
Poppy. Et elle, en fait, elle va devoir être mariée de force à l'originel de la mort, donc c'est vraiment le dieu des dieux, en gros, de la mort. Sauf qu'en vrai, sa vraie destinée, c'est pas juste de l'épouser pour apaiser les tensions, ça va être de réussir à le tuer. Et il s'avère que celui-là, c'est Nyktos, et Nyktos, il est peut-être pas si méchant que ça, et il se passe plein de choses encore, et c'est génial. Je préfère la saga numéro 1, mais j'aime beaucoup le préquel quand même. Il est très bien. Et pareil, bien sûr, je le continuerai avec beaucoup d'impatience. Ensuite, une saga que j'ai pas encore commencé, qui est très ancienne, et je sais pas pourquoi je me suis pas lancée encore, en plus j'adore cet auteur, c'est Phobos, écrit par Victor Dixon, qui a été publié aux éditions PKJ. Pour le moment, j'ai que le tome 1, parce que j'achète pas les autres tomes avant de savoir si j'apprécie vraiment le tome 1. Mais elle a fait énormément parler d'eux. En gros, c'est de la science-fiction. 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore est l'une d'entre eux, elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour le regretter. Ça a l'air vraiment pas mal et je suis pas du tout habituée à lire ce genre de science-fiction dans l'espace, sur Mars. Enfin, ça a l'air très sympa. Je suis une grande fan de la série The 100, donc je suis sûre que ça va me plaire. Et j'ai vraiment très hâte de le lire et de voir si je vais continuer cette saga ensuite ou pas, mais déjà faudrait que je lise le tome 1 parce que je l'ai toujours pas commencé. Ensuite une saga, je vous fais la propagande depuis l'ouverture de cette chaîne, La Cité de Letton, fantasy orientale, on parle de djinns, de magie, d'univers caché aux humains, de complot politique, de magie, je viens de le dire je crois, je sais plus, mais j'ai adoré. Là-dedans, on va suivre Nari, qui est une petite jeune humaine qui vit au Caire au XVIIIe siècle, c'est bien ça. Et en fait, elle veut devenir médecin, mais pour ça, elle a besoin d'argent et du coup, elle escroque les Ottomans les plus riches pour se faire de l'argent, en leur faisant croire en fait qu'elle a des pouvoirs de guérison, qu'elle peut faire des exorcismes, du spiritisme, etc. Et un jour, au cours de l'une de ces arnaques, elle va en fait invoquer pour de vrai un djinn. Et ce djinn, c'est Dara, sauf que manque de peau. En le faisant venir, ils vont déclencher une série d'événements qui fait que les deux ils vont devoir fuir le Caire. Et leur prochaine destination, c'est donc Devabad, la légendaire cité de Letton. Et là-bas, on va voir qu'il y a tout un peuple de djinns qui vit avec différents royaumes, différents types de djinns, et c'est hyper intéressant, hyper dense. C'est vraiment une fantaisie orientale géniale avec de la mythologie orientale, des créatures que je n'ai jamais entendu parler mais qui sont vraiment citées dans cette mythologie que je connais pas du tout. Donc c'est génial, j'adore. J'ai le tome 2 et 3 que j'ai pas encore lu mais qu'il faut que je lise et ils sont déjà dans ma bibliothèque et j'attends avec impatience de les lire parce que j'ai adoré. Et surtout la fin du tome 1 était extrêmement frustrante de nous laisser là-dessus, c'était horrible. Donc faut vraiment que je lise la suite et j'ai trop hâte. Bon, j'ai dû vider ma carte mémoire, j'en ai profité pour vider ma bibliothèque de toutes les sagas qui me restaient à vous montrer. Et on est encore sur 2 très belles piles. Je vais essayer de passer un peu plus vite sur chaque saga parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Vous pourrez la regarder vous en 2 parties au pire si c'est trop long. La prochaine saga que j'ai à vous montrer que je n'ai pas encore commencé, c'est la saga Nevernight de Jay Kristoff, dont on a énormément entendu parler. C'est de la fantasy pure et dure, de la dark fantasy même. On est sur une trilogie avec le tome 1, N'oublie jamais, le tome 2, Les grands jeux, et le tome 3, L'Aube obscure. Je l'ai en livre de poche, j'ai beaucoup de livres dans ces éditions, j'ai lu, franchement j'aime bien en livre de poche. C'est beaucoup moins cher, on va pas se mentir. Ça prend moins de place et c'est plus simple à lire qu'un brochet énorme ou un relié, Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais oui, ils sont peut-être un peu moins jolis, ou vu qu'ils sont plus petits, mais franchement je trouve ça beaucoup plus simple à lire. Des fois je me demande si je n'investirais pas dans une liseuse, parce que parfois les livres ça m'agace de les porter, de trouver la position comment le caler pour pas l'abîmer, pour bien être installé, pour bien réussir à lire facilement, enfin des fois c'est galère. Là en tout cas, comme je vous ai dit, on est donc sur de la fantaisie pure et simple. Fille d'un renégat dont la rébellion a avorté, Mia Corvette a réchappé de justesse à l'extermination des siens. Livrée à elle-même, elle erre dans une ville bâtie sur les ossements d'un dieu mort, traquée par le Sénat et les anciens camarades de son père. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. Dans cette institution où les trahisons et les confrontations violentes sont monnaie courante, l'échec est puni de mort. Mais si elle survit à son initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et se rapprochera un peu plus de son unique raison de vivre, la vengeance. Il y a tout pour me plaire, on parle d'assassins, de vengeance, de dieux morts, d'institutions, de... Ah je sais pas, ça a l'air vraiment génial.
ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. Franchement, j'espère qu'elle vaut sa hype. Ça fait un moment qu'on n'en entend plus trop parler, mais parce que la trilogie est finie depuis longtemps, donc je pense que tout le monde l'a déjà lu en fait. Je suis à la traîne, mais elle me donne vraiment envie. On continue avec une petite saga en 4 livres, c'est vraiment un basique que j'avais pas lu dans ma jeunesse étant donné que j'ai eu une grosse pause de non-lecture du coup, et il y a certains classiques que j'aimerais bien lire quand même, à commencer par Eragon, publié aux éditions Bayard Jeunesse et écrit par Christopher Paolini. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, on nous parle du dragon, moi j'aime beaucoup cet aspect de relation privilégiée entre le dragon et le dragonnier. J'ai déjà lu le tome 1 qui est donc Eragon, j'ai pas encore la suite mais j'aimerais beaucoup les lire. Le tome 2 c'est l'aîné, le tome 3 c'est Brisinger, le tome 4 c'est l'héritage. C'est du jeune adulte, c'est vrai que je ressens un petit peu ce côté jeunesse mais en même temps c'est un classique donc ça me dérange pas tant que ça. Par contre, quelque chose que je trouve horrible dans ces livres, je sais pas si ça vous le fait, mais je trouve que les pages là, elles sont trop blanches. Je me rappelle que je le lisais cet été avec le soleil, ça me faisait vraiment mal aux yeux. J'aime bien quand les pages elles sont pas non plus jaunes, mais là c'est blanc de chez blanc quoi. Et c'est jamais aussi blanc d'habitude. Mais en tout cas, c'est une saga que j'ai bien envie de continuer étant donné que ça fait vraiment partie des classiques. On continue avec la chronique des Bridgerton. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Pareil, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? C'est hyper connu, les séries sur Netflix sont incroyables. J'ai adoré l'histoire de Daphné, j'ai bien aimé l'histoire de Anthony. Là, j'ai écouté en livre audio le tome 3 qui est sur Bénédicte et Sophie. D'ailleurs, quand j'ai commencé le livre audio du tome 3, je m'attendais à avoir la même chose que la saison 3 en fait des Bridgerton sur Netflix. Je pensais qu'on aurait l'histoire de Colin et Pénélope et en fait, il se trouve que c'est le tome 4 dans les livres. Donc j'ai vraiment hâte de m'attaquer au tome 4 et pareil de voir l'histoire de Francesca, de voir l'histoire d'Héloïse peut-être. Enfin, j'aime beaucoup cette saga, je suis pas très romance mais là vu que ça se passe vraiment dans l'univers de la haute de Londres avec des balles, des choses comme ça, j'adore. J'ai d'abord regardé les séries honnêtement, mais ça m'a vraiment donné envie pour les lectures et je suis pas déçue, je trouve ça super cool. Par contre c'est vrai que les séries elles sont vraiment hyper semblables aux livres, hein. C'est rare qu'un film ou une série soit autant proche de la réalité du livre, hein. Mais je vais bien sûr lire la suite. Ensuite encore un livre que j'ai eu d'occasion, je pense que c'est une ancienne édition mais c'est La Faucheuse. C'est une fantasy aussi, est-ce que c'est une romantasy? Non, c'est de la dystopie science-fiction young adulte. Alors en fait c'est pas du tout une ancienne édition, il ressemble vraiment à ça les brochets, ok je savais pas. Et on est sur que 4 tomes, j'ai pas encore lu le premier tome du coup c'est Le Futur Parfait, il s'appelle. Écrit par Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont. Je trouvais écrit nulle part. Mais alors au dos on nous dit que c'est une trilogie et là il y a 4 tomes. Parce que le 4e tome ce sont des histoires secrètes. Donc ça fait pas partie de la trilogie de base. Le premier c'est Futur Parfait, le deuxième Thunderhead, le troisième Le Glas. Je me rappelle plus trop de l'histoire. Les commandements du faucheur. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Ça a vraiment pas l'air mal du tout. Et j'en ai beaucoup entendu parler, donc c'est vrai que ça me tente énormément. Pareil, je sais pas pourquoi je me suis toujours pas lancée dedans. Ça a l'air génial. En plus, c'est de la dystopie, science-fiction, etc. J'ai pas l'habitude d'en lire, donc ça me changerait de ma fantasy romantasy. Mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'on n'en entend plus trop parler, étant donné que tout le monde l'a déjà lu. En fait, je suis encore une fois à la traîne. Par contre, ça me tente énormément. Vraiment, un livre où on suit la mort incarnée, en fait, c'est plutôt génial. J'aime beaucoup le concept. Alors là, on va passer à une saga que je ne vais pas continuer, c'est Caleb de Mira El-Jurdine aux éditions Robert Laffont, encore une fois. Je m'attendais à suivre un psychopathe dénué de sentiments, en fait, quand j'ai lu le résumé. Et il s'avère que ça part pas vraiment dans cette direction-là. On parle de pouvoir, on parle de choses... pouvoir lié à un volcan, enfin ça m'a pas tellement plu, je vais vous lire le résumé aussi. À 19 ans, Caleb Helguson se découvre empathe. Il se connecte à vos émotions pour vous manipuler. Il vous connaît mieux que vous-même, et cela le rend irrésistible, terriblement dangereux, parce qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer à la folie, à la mort. Sachez que ce qu'il vous fera, il n'en sera pas désolé. Ce don qu'il tient d'une lignée islandaise millénaire le grise. Même traqué comme une bête, il en veut toujours plus, jusqu'au jour où sa propre puissance le dépasse et où tout bascule. Mais que peut-on contre le volcan qui vient de s'éveiller? C'est marqué déconseillé aux âmes sensibles et aux moins de 15 ans. C'est un livre qui est assez ancien, hein. Pareil il me semble que c'est une trilogie, mais j'ai pas du tout accroché avec le style que ça prenait. On partait un peu sur un truc de science-fiction mais en même temps avec des pouvoirs.
Enfin, non, j'ai pas apprécié, donc je continuerai pas cette saga. Encore dans l'optique de rattraper mon retard, regardez ce que j'ai trouvé d'occasion, encore une fois. Cinder, c'est une saga de science-fiction si je me trompe pas, qui reprend toutes les princesses Disney mais revisitées à la manière de la science-fiction et j'ai trop hâte de le lire. C'est la saga des chroniques lunaires. Donc le tome 1 c'est Cinder et écrit par Marissa Meyer, publié aux éditions PKJ. Et je deviens de plus en plus forte là, hein. J'oublie pour aucun livre je crois depuis tout à l'heure. Hein. On a donc 5 tomes pour cette saga. Le premier c'est Cinder, donc où on va suivre Cendrillon. Le deuxième Scarlett, c'est le petit chaperon rouge si je me trompe pas. Cress, je ne sais pas qui c'est. Aucune idée. Winter, ça doit être Blanche-Neige. Et enfin, Levana, je ne sais pas qui c'est non plus. Une reine cruelle. Écoutez, je sais pas, c'est toute une réécriture donc des Disney. Ça a l'air génial. Dans un esprit science-fiction. Je vais vous lire le résumé parce que je me rappelle plus du tout. Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Beijing. Une terrible épidémie ravage la population. Depuis l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la Terre repose sur Cinder, brimée par son horrible belle-mère. Car la jeune fille, simple mécanicienne mi-humaine, mi-cyborg, détient sans le savoir un secret incroyable. Un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Donc c'est un livre jeunesse, mais il a tellement fait parler et il me donne vraiment trop envie. Le fait d'être sur un style de science-fiction, mais avec une réécriture des Disney, c'est du génie. J'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes. Ensuite, 2 livres pour lesquels je vais passer assez vite parce que je vous les ai présentés assez bien dans les 25 livres que je veux lire en 2025. On va commencer par Iskari. Le tome 1 c'est Asha, tueuse de dragons. On a 3 livres, donc Asha, tueuse de dragons pour le tome 1, Le combat des âmes sœurs pour le tome 2 et La tisseuse de ciel pour le tome 3. Alors les nouvelles éditions sont quand même bien plus cool que celle-là. Mais écoutez, j'aime bien quand je trouve des livres d'occasion, me dire que je les teste et si vraiment je les aime, je rachèterai de plus belles éditions pour ma bibliothèque. Mais ça me permet de pas mettre un budget trop astronomique non plus dans mes lectures. Étant donné que je lis quand même assez vite, ça a un certain prix, on va pas se mentir. Hein. Donc là, on nous parle du royaume de Firgard où les légendes sont interdites, elles sont dangereuses. Pourtant, le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est une tueuse de dragons crainte par tout le monde, elle est Iskari. Donc on va la suivre, elle est tueuse de dragons, c'est que je pense que les dragons sont pas si gentils que ça. C'est du jeune adulte. Et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Avant que je l'oublie, c'est écrit par Kristen Ciccarelli. Voilà, donc ça a l'air vraiment pas mal. Et ensuite, nous avons une fantaisie africaine, c'est 200 et de rage. Écrit par Tommy Adeyemi, publié aux éditions de Noyelles, je ne connais pas du tout. Mais on va suivre donc, je ne sais plus son prénom, Zélie. Pareil, je vais vous lire le résumé. Ils ont tué ma mère, ils ont pris notre magie, ils ont voulu nous éliminer, à présent, dressons-nous. Autrefois, la terre d'Orisha était baignée de magie. Mais une nuit, tout a basculé. Le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des magies. Zélie Adebola n'était alors qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple. Face à elle, le prince héritier du trône est prêt à tout pour l'en empêcher. Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopardaires blancs et où les esprits ont soif de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse. Donc on est sur de la fantaisie africaine avec de la magie, avec des créatures qu'on ne connaît pas, des léopardaires. Je pense que ça peut être vraiment très sympa, donc c'est pareil, une saga que j'ai pas encore commencé mais qui me donne très envie. Et on est encore une fois sur une trilogie parce qu'on a le tome 2 d'Ombre et de Vengeance et le tome 3 qui n'a pas été traduit. C'est Enfants de colère et d'anarchie si ma traduction est bonne. Donc voilà, 2 livres qui me tentent, 2 sagas que je n'ai pas encore commencé du tout. Mais là je suis en train de me dire mais j'ai tellement de livres à lire, c'est une horreur. Encore une saga que je n'ai pas du tout commencé, qu'on a entendu énormément parler. Mais alors pour cette saga, je vais vous parler de La Passe Miroir. J'ai pas encore osé me lancer, j'ai que le tome 1 dans ma bibliothèque. Parce que tout le monde est déçu de la fin en fait. Donc j'ai un petit peu peur de me lancer, mais en même temps, les 3 premiers tomes ont énormément plu. C'est une saga en 4 tomes, mais la fin a éclaté apparemment. Donc j'ai un peu peur. C'est écrit par Christelle Dabos aux éditions Paul Fiction. Le tome 1 c'est Les fiancés de l'hiver. Nous avons le tome 2 Les disparus de Clair de Lune. Le tome 3 La mémoire de Babel. Et le tome 4 La tempête des échos. On est encore une fois sur de la fantaisie. Et je vais vous lire le résumé parce que je ne sais absolument plus de quoi ça parle. Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Sorn du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie?
Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Je pense vraiment que ça a l'air pas mal du tout, mais le seul truc qui me rebute du coup c'est la fin qui est apparemment pas géniale, donc est-ce que ça vaut le coup que je me lance ou pas? Dites-le moi parce que j'ai pas envie de me lancer dans une saga que je vais adorer pour être trop déçue de la finalité, ça me fait trop peur. Dites-moi. Ensuite cette prochaine duologie, normalement je vais la lire prochainement, enfin au moins le tome 1, c'est The Perfect Match de Lila Mars, publié aux éditions E.H. J'ai que le tome 1 dans ma bibliothèque, mais c'est une duologie, donc je me dis c'est pas si long que ça, si j'apprécie, je vais pas trop galérer normalement. On est sur de la science-fiction avec une histoire d'âme sœur, je vais vous lire le résumé. 98,8%. Elliot peine encore à y croire, mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mecca est son âme sœur la plus pure, celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant bien. Au XXIe siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société, n'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot. Donc on est sur de la science-fiction, je vous l'ai montré dans ma palle pour mes prochaines lectures. Je l'ai pas encore lu, mais c'est prévu du coup. Et c'est clairement une histoire qui me fait penser à Black Mirror, mais le seul truc qui me rebute un petit peu, c'est cette espèce de triangle amoureux, j'ai l'impression qu'il se profile entre deux frères et une fille. Je suis pas sûre d'être très fan de ça, mais à voir, c'est de la science-fiction, j'ai envie de changer un petit peu d'univers, de style de lecture, donc ça peut être sympa. Ensuite là je vais passer très vite sur cette saga. Un palais d'épineux de rose à Cotard, j'ai lu les 5 tomes, enfin les 4 tomes et le tome 3.5 du coup. Je suis à jour, j'ai plus qu'à attendre que le tome 6 du coup, ou 5, je ne sais jamais, sortent, enfin le dernier. J'ai adoré, ça vaut totalement son coup, c'est de la romantaisie. Le tome 1 est pas somptueux, mais le reste de la saga est génial. J'ai adoré, je vais pas vous refaire un résumé, à Cotard tout le monde connaît je pense. Si jamais vous ne connaissez pas, vous pouvez aller vous référencer à cette vidéo que je vous mets juste là où je vous en parle. Et c'est une très très bonne saga et je suis à jour, j'ai tout lu, c'est très rare. Écrit par Sarah J. Maas, publié aux éditions La Martinière Fiction. Ensuite on reste sur du Sarah J. Maas avec les éditions de Saxus et Crescent City que j'ai uniquement le tome 1, j'ai pas... il y a 3 tomes si je me trompe pas. J'ai pas encore commencé, donc j'ai hâte de la découvrir, mais l'épaisseur du livre me fait peur. Après j'adore l'écriture de Sarah J. Maas, j'adore les styles qu'elle nous propose, donc je pense que je vais apprécier, je vais vous lire le résumé. Brice, une jeune femme mi-faille mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez une marchande d'antiquités qui vend des artefacts magiques et fait la fête toute la nuit avec ses amis en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connue sous le nom de Crescent City. Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de la ville, de même que le monde de Brice. Ou Bryce, je ne sais pas. 2 ans plus tard, son travail ressemble à une impasse et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les plus fameux. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Brice se retrouve entraîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange déchu dont le passé noir hante chacun de ses pas. Ce dernier est l'assassin personnel des archanges et il doit protéger la jeune femme, même s'il ne lui porte que peu d'intérêt. À la recherche de la vérité, Brice et Hunt vont apprendre à se connaître et vont explorer les bas-fonds de la ville jusqu'au niveau les plus sombres de l'enfer où des choses qui dorment depuis des millénaires se réveillent. Donc ça me donne extrêmement envie. Tout ce côté ange déchu, moi je suis fan. Le seul truc qui me dérange un petit peu, c'est cet aspect un peu trop urban fantasy avec des marchands d'antiquités, avec des boîtes de nuit. Je sais pas trop, mais l'histoire me tente quand même bien. On a eu pas mal de bons retours, donc je vais me laisser tenter et j'ai hâte de voir ce que cette saga nous réserve. Est-ce que je vais craquer pour les 2 prochains tomes ou pas? Nous le saurons dans le futur. On part sur un auteur français avec la saga Vampiria, donc le tome. On part sur un auteur français avec la saga Vampiria, écrit par Victor Dixen, publié aux éditions Robert Laffont. J'ai le tome 1, donc La Cour des Ténèbres, le tome 2, La Cour des Miracles, et le tome 3, La Cour des Ouragans. Je ne l'ai pas encore, mais j'ai extrêmement envie de le lire. J'adore cette trilogie, j'adore cet univers de vampires au temps de Louis XIV, c'est hyper intéressant. Donc dans cette saga, on va suivre Jeanne, qui est une roturière, donc c'est vraiment la classe sociale la plus basse en fait qui existe en France. Elle vit tranquillement avec sa petite famille, sauf qu'un soir, toute sa famille va se faire zigouiller. Et dans ce monde, c'est le roi Louis XIV qui vit encore parce qu'il a réussi à se transformer
transformer en vampire. Pour survivre, en fait, Jeanne, elle va voler le nom d'une des jeunes nobles de sa campagne et elle va être envoyée dans une école à Paris où elle va être formée sous le nom de cette noble. En fait, elle se fait passer pour elle et le but de cette école, c'est donc de former la jeune noblesse pour intégrer les rangs de la cour de Louis XIV et avoir une chance de se rapprocher d'eux. Donc elle va tout faire pour en faire partie pour pouvoir obtenir vengeance. En gros c'est ça et c'est génial. J'ai beaucoup de mal d'habitude avec des livres qui se passent en France, mais là aucun problème, j'adore, ça se lit tout seul. Alors Victor Dixon il est plutôt méchant avec ses lecteurs, franchement il a pas peur de faire mourir des gens, c'est hyper bien, on s'ennuie pas une seconde, j'ai adoré. Surtout qu'on se contente pas juste d'avoir des vampires, il y a d'autres créatures, il y a d'autres choses très intéressantes. Ensuite une saga young adulte mais pas du tout en fantasy, c'est Inheritance Game. J'ai lu que le tome 1, j'ai beaucoup aimé au moment de ma lecture, c'était assez sympa mais ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que je suis pas sûre d'avoir envie de lire la suite maintenant. Ça a été écrit par Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ encore une fois. Je vais vous lire le résumé parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Avery Grams, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. C'était sympa parce qu'on est plein d'énigmes à résoudre. En fait, le monsieur qui est décédé et qui lui a légué toute sa fortune, il a laissé des énigmes à tout le monde en fait pour réussir à découvrir pourquoi Avery elle était sur son héritage, donc ça j'ai trouvé ça assez sympa. Le fait de me creuser la tête pour essayer de comprendre ce qui allait se passer, comment résoudre telle énigme, parce qu'en fait c'était marqué et du coup on pouvait essayer de réfléchir pour les résoudre nous-mêmes. Spoiler, je suis extrêmement nulle en casse-tête donc j'en ai résolu aucune toute seule. Mais j'ai bien aimé, en vrai si c'était sympa, j'ai peur de plus être assez dedans pour lire la suite quand même, donc je suis un peu indécise sur cette saga, c'est une trilogie. Et maintenant on a même un 4e tome, peut-être même un 5e si je me trompe pas, je sais plus exactement. Mais alors l'autrice elle a déjà sorti 8 livres en fait. Il y a les 3 premiers tomes de la saga principale, ensuite on a un tome 4 sur les frères Hawthorne du coup. Ensuite on a The Grandest Game qui a déjà été traduit, un petit 5.5 Games Untold, Glorious Rivals qui n'a pas encore été traduit, je sais pas du tout du coup de quoi parlent ces livres hein. Et on a un 7e tome à apparaître en 2026, voilà, donc je suis pas sûre de me lancer dans toute cette saga, il y a beaucoup de livres quand même, et j'ai bien aimé mais sans être transcendée quoi. Ensuite nous avons la saga Lightlark, on repart sur de la romantasy jeunesse, écrit par Alex Astor aux éditions Lumen. Le tome 1 c'est Lightlark, le tome 2 c'est Nightbane, et le tome 3 qui n'est pas encore sorti en français c'est Sky Shade. J'ai pas du tout été transcendée, on est sur un sorte de livre qui me faisait penser normalement à Hunger Games, ça avait l'air génial avec une compétition où il y allait forcément avoir un mort. J'ai été très déçue, je vous lis le résumé. Le centennal commence, pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Tous les 100 ans, l'île maudite de Lightlark réapparaît pour accueillir le centennal. Une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher. D'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Callis règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le centennal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Donc voilà, sur le fond, une compétition, une mise à mort pour essayer de détruire des malédictions, et vraiment dans ces malédictions, par exemple, on a un peuple qui ne peut pas vivre après 25 ans. En fait, dès qu'ils atteignent 25 ans, ils meurent tous, ou un peuple qui ne peut plus manger, normalement ils sont obligés de manger des cœurs humains. C'est repoussant. Et sur le papier ça avait l'air vraiment génial, sauf qu'au final j'ai trouvé ça beaucoup trop en surface. Je m'attendais à beaucoup plus de compétition, sauf qu'au final ils se sont lancés une petite mission qui a duré pendant tout le long du livre. Il fallait trouver quelque chose et ils l'ont cherché de partout jusqu'à le trouver. Enfin, c'était long pour pas grand chose. On a un petit trio amoureux que j'ai vu arriver mais dès les premières pages, mais en même temps c'était pas compliqué à deviner, mais surtout le véritable plot twist de fin.
j'en ai vu arriver les 3/4. J'ai pas tout deviné, mais il y a un truc que je savais, j'en étais sûre, et ça s'est révélé vrai. Du coup, pendant tout le long, en fait, je savais un petit peu qu'est-ce qui allait être le dénouement. Et ça m'a un peu déçue. Après j'ai bien aimé, donc j'ai quand même envie un petit peu de savoir ce qui va se passer dans la suite. Surtout que là on va sûrement sortir du centenal, enfin ça va être plus intéressant je pense. Mais le tome 1 j'ai pas du tout été transcendée. Je pense quand même que je vais la continuer cette saga, juste par curiosité pour ce qui va se passer ensuite. Et ça arrive assez souvent que le tome 1 c'est pas le meilleur. À Cotard par exemple j'ai pas du tout été transcendée du tome 1. Et au final la suite j'ai adoré. Donc pourquoi pas lui laisser quand même une petite seconde chance pour la suite. Alors là, on est sur une lecture qui parle de sirènes et c'est par une autrice française, donc c'est écrit par Alexiane Delis, c'est 200 d'écume et de glace. Le tome 1 c'est Métamorphose, publié aux éditions Michel Lafon. J'ai bien aimé, mais je pense pas que je vais continuer malheureusement. J'ai pas été transcendée, c'était un petit peu trop enfantin pour moi, encore une fois ça se passe en France et j'ai un peu du mal avec ça. Mais c'est une histoire de sirène donc ça me plaît quand même. Mais je pense que c'est pas la bonne histoire de sirène pour moi. Je vais vous lire le résumé encore une fois. La perspective de passer ce qui pourrait être son dernier été loin de chez elle n'enchante pas vraiment Perséphone. Atteinte d'une mystérieuse maladie qui l'affaiblit de jour en jour, la lycéenne se retrouve coincée dans le Finistère chez une tante excentrique dont elle ignore tout. Elle qui n'avait jamais fait face à l'océan se sent pourtant irrésistiblement attirée par cette immense étendue d'eau. Mais l'océan regorge d'êtres mystiques plus dangereux les uns que les autres. Des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de l'adolescente. C'est sympa mais je vous dis pour moi c'était un petit peu trop jeunesse, j'ai pas été à fond dans ma lecture, donc je pense pas que je vais la continuer. Mais si vous avez des recommandations de lecture sur des sirènes, sur des choses comme ça m'intéresserait carrément. Vous l'avez compris, j'ai lu que le tome 1 et enfin une petite duologie dont je suis à jour. Bah non, je suis pas à jour en fait. Je suis à jour dans la duologie mais pas dans toute la saga. C'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié aux éditions Brajlon, que j'ai adoré. La duologie, on a donc Le Pont des Tempêtes et le tome 2, c'est La Reine Traîtresse. C'était génial, c'est une de mes romantaisies préférées. On est sur un univers totalement inventé avec une romance pépite. Je vais vous lire le résumé encore une fois. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas, le roi Arène d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangus. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Arène, et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Donc en fait, Lara, elle a vraiment été élevée toute sa jeunesse par son père, le roi de Maridrina, qui lui a fait croire que Itikana était un royaume mauvais et que le roi d'Itikana, donc Arène, c'était une ordure. Sauf qu'une fois qu'elle est mariée à lui et qu'elle est contrainte de vivre sous son toit, de le côtoyer et de voir à quoi ressemble son île, etc., elle se rend compte que peut-être que son père il lui a un petit peu menti et que tout n'est pas exactement comme elle le pensait depuis sa jeunesse. J'ai beaucoup aimé le tome 2, vraiment. C'était mon préféré. Et je vous ai dit que j'étais pas à jour en fait parce qu'on a cette duologie que j'ai terminée, mais on a une autre duologie avec le tome 1, c'est L'Héritier Insoumis. Le tome 2 n'est pas encore sorti. En gros, ça se passe au même moment que Le Pont des Tempêtes, mais avec deux autres personnages. J'avoue, ils m'ont pas transcendé dans les premiers tomes, donc j'arrive pas à savoir si ça vaut le coup de lire la suite ou pas. Pour le moment, je me sens pas obligée, étant donné que ça se passe au même moment, c'est pas la suite, je crois que c'est vraiment le même moment que cette duologie, donc il va pas se passer grand chose de plus je pense, enfin je sais pas, je suis pas sûre de lire l'autre duologie. En tout cas celle-là je l'ai adorée et j'aime beaucoup cette autrice. Vous avez vu que j'ai lu aussi Un destin ancré dans le sang, elle a une plume que j'aime énormément. Et c'était le dernier livre. On finit sur une note très positive. Mais alors là, le montage, ça va être une horreur parce que j'ai déjà 40 minutes de rush là. Je pense que j'en ai au moins 40 dans l'autre. Il va falloir que j'essaye de rogner cette vidéo au maximum. En tout cas, ça m'a fait me rendre compte que j'ai plein de sagas que j'ai oubliées dans ma bibliothèque, que j'ai jamais lu, que j'ai jamais commencé, et parce qu'on n'en entend plus trop parler, en fait j'ai tendance à trop me faire influencer par ce qui tourne en ce moment sur la sphère, BookTok, BookTube, etc. et à délaisser des lectures plus anciennes, mais ça veut pas dire qu'elles seront pas géniales en fait. Surtout que j'ai un budget assez limité pour les livres, et je pense ne pas être la seule dans ce cas-là, et le fait de lire des lectures qui sont peut-être un peu plus anciennes, ça peut permettre à d'autres personnes de les avoir en occasion par exemple, et avec des prix un peu plus abordables. Donc j'espère que ça vous plaît
plaira que je lise des lectures un peu plus anciennes parce que c'est ce que j'ai prévu de faire. En mixant un petit peu les deux bien sûr, mais enfin je pense que c'est pas parce qu'une saga est sortie il y a 3-4 ans qu'elle est plus bonne et on mérite de leur accorder autant de temps que les nouveautés. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. Elle est bien assez longue donc je vais clôturer ça assez vite, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour me soutenir, ça m'aide énormément. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne pour ne pas louper la suite de mon contenu. Pour le moment, je poste une vidéo tous les jeudis et dimanches à 18 h. J'hésite encore à en rajouter une, mais comme j'ai 2 autres vidéos sur YouTube à poster sur ma chaîne Make-up, 4 vidéos par semaine c'est quand même pas mal. Est-ce que j'en rajoute une 5e? J'ai peur que ça fasse beaucoup. Et pour vous, et pour moi. Donc on va peut-être rester sur 4 quand même pour le moment. 2 dans l'univers littéraire, 2 dans l'univers make-up. Si vous aimez tout ce qui est make-up ou si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up par exemple, vous pouvez aller voir mon autre chaîne qui est listée dans la barre de description avec tous mes réseaux sociaux. Et sur ce, moi je pense que je vais vous laisser tranquille. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!